Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de ce journal, les auditeurs de l'école de maintien de la paix à Lune Blondenbey à l'école de la diplomatie, ceci à travers un séminaire international sur le thème la coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives. La leçon inaugurale a été donnée par le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali. Nous parlerons également de l'école bleue au Mali. C'est une approche permettant aux enfants d'acquérir des notions en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement et de santé en vue de promouvoir les bonnes pratiques dans ce secteur. Une initiative de l'ONG Terre des Hommes. L'actualité internationale nous conduira ce mercredi au Tchad où la coalition présidentielle Tchad Unie dénonce la trahison du mouvement patriotique du salut qui a décidé d'aller seul aux élections législatives et locales prochaines. En République démocratique du Congo, l'offensive continue malgré la trêve. Il sera également question du sommet des BRICS Plus qui a commencé hier. Dans la chronique environnement Agebo Koulibaly, nous parle de l'amélioration des systèmes agricoles au Mali à travers le programme d'assurance agricole destiné à promouvoir l'irrigation à petite échelle et la mécanisation à l'énergie verte qui vient d'être lancée. La page sport de cette édition sera essentiellement consacrée au football avec le tournoi UFOA des cadets. Le Mali affronte aujourd'hui la Sierra Leone à 18h. Vous entendrez également les explications de la FEMA Foot sur le report de la Supercoupe du Mali, donc du championnat national. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. La coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème d'un séminaire international qui se tient à l'école de maintien de la paix à Lune Blondenbey. Il est destiné aux auditeurs de cette école. La leçon inaugurale a été donnée par le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali. L'organisation de ce séminaire a bénéficié du concours financier de la République fédérale d'Allemagne. Le compte rendu de Aloussé Touré. Apparemment, cet élément n'est pas encore prêt pour des raisons techniques. Nous y reviendrons probablement au cours de cette édition sur un tout autre sujet. Les légitimités traditionnelles ainsi que les leaders communautaires et religieux du Mali sont à Bamako pour la mise en place d'un réseau national pour l'élimination des violences basées sur le genre. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours. Le réseau qui sera mis en place servira d'outil pour sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des cibles à la base pour lutter contre les violences basées sur le genre et d'autres mots freinant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'initiative est soutenue par ONU Femmes et l'ambassade de l'Allemagne au Mali. Les précisions avec Baraki Sawatara. Plus de 15 000 cas de VBG ont été rapportés en 2023, dont 96% concernent les femmes et filles selon le système de gestion d'information sur les violences basées sur le genre. Pour inverser cette tendance, les leaders traditionnels et religieux ont donc décidé de s'impliquer davantage dans les activités de mobilisation communautaire, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l'élimination des violences basées sur le genre. Mamadou Ben Chérif Diabaté, président de la coalition nationale des chefs traditionnels, leaders communautaires et religieux pour la lutte contre les VBJ. L'initiative se veut un espace ouvert d'accueil, d'écoute et d'échange pour toutes les citoyennes et citoyens, mais aussi des espaces conviviaux de proximité, des outils d'information et de sensibilisation sur les actions à mener dans la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La mise en place du réseau national des légitimités traditionnelles des leaders communautaires et religieux a été fortement encouragée par ONU Femmes et l'ambassade de l'Allemagne. Marie-Gorette Nizigama, représentante résidente de l'ONU Femmes au Mali. Les chefs traditionnels et religieux sont les acteurs de changement de ces comportements au niveau des communautés. C'est pourquoi au niveau régional, au niveau Afrique, ONU Femmes s'est engagée à travailler avec les chefs traditionnels et religieux. Oumar Nikizata Konare, représentant de l'ambassadeur de l'Allemagne. Eu égard à la place que vous occupez, il est opportun d'impliquer davantage en tant que légitimité traditionnelle et leader religieux en faveur de l'équité genre.
Pour la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la création d'un tel réseau est un espoir. Dr Koulibaly Mariam Maïga, au regard des enjeux et objectifs assignés, offre un réel cadre d'espoir pour mon département en levant à moyen et long terme certains obstacles majeurs à l'atteinte des objectifs et résultats escomptés. Après cette étape, suivra la phase des régions à travers 4 pôles de renforcement de capacité du réseau, à savoir CAI, Ségou, Sikasso et Mopti, avec l'organisation du Forum national des chefs traditionnels, leaders communautaires et religieux pour l'abandon des violences basées sur le genre de façon définitive. Je vous l'annonçais tout à l'heure, un séminaire international se tient à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey. Le thème de ce séminaire est la coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives. Il est destiné aux auditeurs de l'école. La leçon inaugurale a été donnée par le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali. L'organisation de ce séminaire a bénéficié du concours financier de la République fédérale d'Allemagne. Le compte-rendu de Aloussine Touré. À l'heure des grands bouleversements géopolitiques dans le monde, le Sahel et le Mali ne sauraient rester en marge de la réflexion en faveur d'un réajustement du rapport entre États. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, le ministre des Affaires étrangères s'est interrogé sur la formulation de la question. La coopération, dira-t-il, ne saurait être bénéfique pour une partie, elle doit profiter à toutes les parties. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Quand on est dans une relation, a priori, j'estime que tout le monde en bénéficie. Ceux qui donnent, ceux qui reçoivent. Nous travaillons ensemble. Ceux qui sont là parce qu'il y a des questions, si elles ne sont pas suffisamment prises en charge, vont les affecter. Le Sahel est une zone stratégique convoitée par les puissances. Ses habitants victimes de crises dont elles ignorent souvent les véritables motivations sont contraints de procéder à une réévaluation de la situation. Colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix. Si le Sahel est au centre des préoccupations internationales, c'est parce que la stabilité de cette région a des répercussions directes sur la sécurité mondiale. La lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires, le développement durable et la consolidation de la paix sont autant de questions qui concernent non seulement les États du Sahel, mais surtout la communauté internationale dans son intégralité. Comme les Sahéliens, l'ensemble de la planète aspire à la paix et intègre la logique de la complémentarité nécessaire entre États pour parvenir à cet objectif. Dietrich Paul, ambassadeur d'Allemagne au Mali. En vue de la crise multidimensionnelle qui est aujourd'hui éprouvée par les États du Sahel, il nous paraît parfaitement judicieux d'échanger en profondeur pour des débats dans un esprit orienté vers l'avenir. Conscient de la nécessité d'un changement de paradigme en la matière, le gouvernement du Mali et ses partenaires du Sahel et d'ailleurs proposent une approche révisionniste des rapports de coopération entre États. Général Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Une reconsidération de notre approche de la coopération internationale s'impose. Les réponses traditionnelles, souvent basées sur des modèles de gouvernance dépassés, ne suffisent plus. Il est impératif de respecter la souveraineté des États du Sahel dans les prises de décision et de promouvoir une coopération qui intègre les intérêts locaux sans imposition des partenaires internationaux. Les auditeurs et l'ensemble des participants ont été exhortés à réfléchir pour un meilleur repositionnement stratégique de la coopération au Sahel et dans le monde en tenant compte de l'environnement géopolitique actuel. Les acteurs de la justice et leurs partenaires se penchent sur l'avant-projet de texte portant création de la Direction nationale de la justice pour enfants. Il s'agit de procéder à la validation du document au terme de l'atelier organisé à cet effet. Le point avec Noum Sissoko. Cet avant-projet de texte soumis à l'appréciation des acteurs judiciaires et leurs partenaires est relatif à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale de la justice pour enfants. Il s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles et organisationnelles visant à doter le secteur de la justice d'institutions pour répondre aux défis et enjeux de l'heure. Andrea Berthe, représentante de l'UNICEF au Mali. La création de cette direction nationale constitue un acte fondamental témoignant non seulement de la reconnaissance des défis auxquels sont confrontés les enfants, mais aussi une réelle détermination à y faire face. Selon les chiffres,
Les enfants constituent plus de 50% de la population malienne. C'est pourquoi ils doivent être au centre des priorités des pouvoirs publics, selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué. Tenant compte de cette réalité, la protection et la promotion des droits de l'enfant ont de l'indépendance à nos jours occupé une place de choix dans les politiques de développement socio-économique du pays. Cela a donné lieu à l'adoption des mesures législatives et institutionnelles de protection et de promotion des droits de l'enfant. La création de la Direction nationale de la justice pour enfants bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Elle ouvre la voie à l'établissement d'un cadre favorable pour la justice qui priorise le droit et le bien-être des enfants, selon la représentante de l'UNICEF au Mali. L'école bleue, on en parle, il ne s'agit pas d'une école peinte en bleu, loin de là. C'est plutôt une approche permettant aux enfants d'acquérir des notions en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement et de santé en vue de promouvoir les bonnes pratiques dans ces secteurs clés. Et à Ségou, l'ONG Terre des Hommes a initié un atelier de plaidoyer sur cette approche. Une trentaine d'acteurs de l'éducation venus de Markala, Massina et Ségou prennent part à cet atelier qui dure 3 jours, nous dit Honoré Chinou. École bleue est une approche qui vise à apprendre aux enfants les liens entre les pratiques sûres de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la nutrition, la santé, l'environnement et le changement climatique. L'approche permet aux enfants d'être des vecteurs de changement durable de comportement dans les foyers et communautés. Le présent atelier vise à amener les acteurs de l'école à prendre connaissance des thématiques quittes de l'école bleue en vue d'une intégration à l'école. Aïssata Traoré, coordinatrice de la zone centre de l'ONG Terre des Hommes. Selon le rapport GMP de 2020, 31% des écoles au Mali n'ont pas une source d'eau, de boissons améliorée. 30% des écoles ne disposent pas de toilettes améliorées séparées garçons et filles. Et 63% des écoles ne disposent pas de dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon. C'est fort de ce constat que Terre des Hommes met en œuvre le projet d'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements de santé et les établissements scolaires dans la région de Ségou. L'atelier se fait également un cadre de plaidoyer pour l'adoption de l'approche école bleue à moyen ou long terme dans les curricula. Issoufi Arbert Bidari Touré, directeur national de l'enseignement fondamental. Les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement sont des questions de dignité. C'est une école pour nous. Nous allons découvrir comment elle se passera. Nous allons voir comment nous allons mettre cette initiative au cœur du processus d'enseignement-apprentissage. 5 établissements scolaires sont concernés par la mise en œuvre de l'approche école bleue dans la région de Ségou. Honoré Chinou et Bassi Traoré pour l'ORTM. À présent, la page internationale de cette édition que nous commençons par le Tchad, où la coalition présidentielle Tchad Uni, composée de 230 partis politiques, monte au créneau pour dénoncer la trahison du mouvement patriotique du salut. Ce dernier a annoncé hier qu'il se présentera tout seul aux élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain. Pour le mouvement patriotique du salut, Tchad Uni était une coalition en perspective de la présidence et dont chacun des membres est d'une façon ou d'une autre aujourd'hui associé à la gestion des affaires. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi se déplace aujourd'hui pour la première fois dans le nord-est du pays à Kisangani. Au programme, l'inauguration de l'aéroport Bakonga qui répond désormais aux normes internationales et l'inspection de l'évolution des chantiers des infrastructures en cours. Pendant ce temps, une nouvelle offensive de l'Alliance Fleuve Congo et les M23 a eu lieu dans le nord Kivu contre les milices du gouvernement. Ces actions arrivent en plein cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali, mais l'Alliance Fleuve Congo, par la voix de ses cadres, affirme ne pas se sentir liée par cet accord. En Ouganda, l'explosion d'un camion-citerne dans la capitale fait 11 morts et d'importants dégâts matériels. L'information a été donnée par la police. Selon la même source, les enquêtes sont en cours pour identifier la cause de cet incendie. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Haïti et chef du bureau intégré onusien en Haïti, Maria Isabel Salvador, a présenté hier devant les membres du Conseil de sécurité la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays des Caraïbes. Selon elle, plus de 700 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays au cours des 3 derniers mois. On termine avec la Russie pour parler du sommet des BRICS+, qui s'est ouvert hier. À cet effet, le président
sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Les discussions ont porté sur la diversification des coopérations entre les États membres, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture ainsi que de la science et de l'innovation. Le 10 sommet prend fin demain et le même jour, le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le conflit russo-ukrainien sera au cœur des échanges. Mali Actualité à 13h passées de 14 minutes à présent la page sport de cette édition. Sport, football, la troisième journée de la Ligue européenne des champions a débuté hier. Ainsi, 9 oppositions étaient au programme. Tournoi UFOA des cadets au Sénégal. Les cadets maliens entrent en lice aujourd'hui dans le groupe B en affrontant la Sierra Leone à 18h. Des tickets sont encore à pourvoir au plan national face au report de la Supercoupe du Mali qui donne le ton de la nouvelle saison. La Fédération malienne de football donne des explications sur les raisons du report. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Le public sportif, plus précisément les fans du ballon rond, vont devoir patienter encore par rapport au démarrage de la saison 2024-2025. Rappelons que la Supercoupe qui annonce la saison et qui devait opposer le Djoulouba Athletic Club au stade malien de Bamako a été une fois de plus reportée. Sir Bekaï Makassa, secrétaire général de la FEMAFOOT. Par habitude, la saison sportive commence par la Supercoupe. Donc on avait programmé la Supercoupe et une semaine on devait commencer le championnat. Mais je trouve qu'on a été buté à quelques difficultés. La FIFA nous a demandé de migrer parce qu'il y a un système de licence électronique qu'on avait fait avec une société tunisienne depuis plusieurs années. Donc la FIFA nous a créé son propre programme. Il fallait migrer sur ça. Donc le travail de migration d'un système à l'autre a pris du temps. Donc c'est cette semaine-là qu'on va commencer à confectionner les licences. De ce qui a donné un peu le retard pour la Supercoupe. On a été obligé de reporter plus tard. Parce que ce n'est pas bon aussi de jouer la Supercoupe et de rester plusieurs semaines sans jouer le championnat. Les gens n'ont pas de licence. On ne peut pas jouer sans licence. C'est ça le premier écueil d'abord qui nous a fait retarder le début du championnat et repousser un peu plus tard. Vous savez, depuis près d'une dizaine d'années, la FIFA a introduit un système qu'on appelle le passeport des sportifs. C'est-à-dire que quand le joueur prend sa première licence, à partir de cet instant, toutes les informations qu'il donne, ce sont ces informations qui le suivent jusqu'à la fin de sa carrière. Il ne peut plus rien changer. Le secrétaire général de la FEMAFOOT est certes conscient du retard, mais rassure que dès que ça va commencer en mi-novembre, le retard d'un mois ne sera qu'un mauvais souvenir. On a fait une projection déjà en commençant en octobre, même en jouant un match par semaine. On finissait pratiquement en début mois de mai. Donc si nous perdons un mois, je crois qu'on peut rattraper. On peut rattraper. Parce que l'année dernière, on était à 16, cette année, on est à 14. Donc ça fait moins de matchs que l'année dernière. D'ici la mi-novembre, le championnat va véritablement démarrer avec la Supercoupe. Tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA des moins de 17 ans au Sénégal, la compétition a enfin démarré hier mardi. Dans le groupe A, le pays hôte, le Sénégal, s'est imposé 2-1 devant le Libéria. Dans ce groupe A3, la Gambie est exemptée de la première journée. Le groupe B, lui, entre en lice ce mercredi à 15h. Le Mali affronte la Sierra Leone au stade Lat Dior. Juste après cette rencontre à 18h, la Mauritanie sera face à la Guinée-Bissau. En Europe, pour terminer, la première partie des matchs de la troisième journée de la Ligue des Champions a été jouée. L'AC Milan a battu 3-1 le Club Bruges. Large victoire 5-1 de l'AS Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Match nul 1-1 entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven des Pays-Bas. Les Gunners d'Arsenal l'emportent 1-0 devant les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. Aston Villa, également un autre club anglais, a pris le dessus sur Bologne d'Italie battu 2-0. Défaite 2-0 à domicile du club autrichien de Sumgraz contre le Sporting Lisbonne du Portugal. Même score de 2-0 en faveur du club espagnol de Girona face à Slovan Bratislava. Victoire 1-0 de Stuttgart en déplacement chez la Juventus de Turin. Un but inscrit par l'international malien El Bilal Touré dans les arrêts de jeu. Et victoire 5-2 du Real Madrid face au Borussia Dortmund qui menait pourtant 2-0 à la mi-temps. Ce mercredi, 9 autres rencontres, dont une affiche alléchante, FC Barcelone Bayern de Munich à partir de 19h. Chronique de l'environnement. L'amélioration des systèmes agricoles au Mali prend un nouveau tournant avec le lancement du programme d'assurance agricole destiné à promouvoir l'irrigation à petite échelle et la mécanisation à l'énergie verte, initié par Pula Advisor avec le soutien de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Ce projet cible les chaînes de valeur riz, mil, maïs, sorgho et niébé. Il vise à accroître la productivité, renforcer la résilience et faciliter l'accès des agriculteurs au marché.
Plus de détails, c'est dans la chronique environnement avec Agibou Koulibaly. Sous la direction de Pierre Sagara, directeur régional de Poula Advisor, ce projet met en œuvre une assurance agricole efficace et novatrice. Il repose sur une combinaison unique de données satellitaires, historiques et d'observation de terrain. En collaboration avec les agriculteurs, Poula Advisor prévoit d'utiliser ces informations pour mieux évaluer les risques agricoles et adapter des solutions d'assurance qui répondent aux réalités locales des petits exploitants. Pierre Sagara, directeur régional de Poula Advisor. À Poula, nous avons développé principalement 2 types de produits. Le premier est appelé l'assurance indicielle de rendement par zone. Et donc, l'assurance à indice de rendement par zone est un produit qui dit au producteur, on va prendre le rendement moyen historique. Habituellement, c'est quoi la moyenne de vos rendements? On vous garantit ça. Et pendant la saison agricole, il y a un suivi par satellite et par d'autres technologies que nous faisons pour s'assurer de l'évolution de la saison agricole. Comment est-ce qu'elle évolue et est-ce que le développement des cultures est normal? Et vers la fin de la saison agricole, nous mobilisons des agents de terrain. C'est ce qu'on appelle des agents recenseurs ou des énumérateurs qui vont aller accompagner les producteurs dans leur champ, collecter les données, des données de rendement surtout, mais aussi des données biographiques, des données sur les différentes spéculations que le producteur est en train d'exploiter, sur sa famille, ainsi de suite. Le deuxième produit, c'est l'assurance indicielle hybride de rendement. C'est une assurance qui combine l'assurance indicielle météorologique et l'assurance indicielle de rendement par zone. Troisième produit, c'est l'assurance bétail. Les systèmes d'irrigation à petite échelle soutenus par cette initiative permettront aux agriculteurs de mieux gérer l'eau, un facteur crucial pour la production des cultures souvent affectées par la variabilité climatique. Au regard des expériences assez probantes de Poula à travers le monde, donc Agra a conçu dans le cadre de sa stratégie 3.0 un programme sur notamment l'accompagnement des producteurs agricoles à s'adapter au changement climatique. Donc c'est un mécanisme d'adaptation au changement climatique. Donc c'est là où en fait ils ont accordé une subvention à Poula pour concevoir et mettre en œuvre une assurance agricole efficace et innovante grâce à une combinaison de données satellitaires, historiques et de données sur le terrain pour les petits agriculteurs utilisant un système d'irrigation à petite échelle pour pouvoir acquérir par exemple les pompes solaires pour la petite irrigation. Grâce à ce projet, Poula Advisor entend non seulement améliorer la productivité agricole, mais aussi renforcer la résilience des petits exploitants face aux risques climatiques tout en facilitant l'accès au marché. Cette assurance agricole combinée à des solutions d'irrigation et de mécanisation à énergie verte est une véritable révolution pour les petits agriculteurs. À 13h22, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, une édition réalisée par le duo Adam Maïga et Boubou Sidibé. Coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30, une présentation de Seydou Oufamba. En attendant, bonne suite de programmes sur les ondes de la Radio nationale du Mali.